Tout vient à point à qui sait attendre, dit le fameux proverbe. Et c'est une phrase qui résume bien mon sentiment après ce retour en Chine, après 6 ans d'absence, puisque ça faisait 6 ans que j'étais pas retourné en Chine. Et là, enfin, après être parti en précipitation pendant le Covid, puisque pour le contexte, je n'avais pas du tout prévu de rentrer en France à l'époque. C'était donc en janvier 2020 quand le Covid commence à Wuhan. Je suis encore à Pékin, je suis en train de finir mes études à Pékin et il me reste encore plus d'un an et demi en fait avant d'avoir mon master. Mais la situation fait que je choisis d'abord me rapatrier en France et puis une fois que je quitte la Chine, en fait, la Chine a été bloquée, a été complètement fermée pendant au moins 3 ou 4 ans, je crois. Et puis ensuite, la vie au Canada a fait que je n'ai pas pu y retourner tout de suite. Mais voilà, c'est chose faite. Enfin, 2026, c'était la bonne année. Et c'était aussi une année particulière, un peu pour deux raisons. Il y avait la principale raison du voyage, c'était d'aller voir, de retourner voir l'armée ensevelie de Xi'an et d'emmener ma mère pour la première fois voir cet endroit absolument exceptionnel. Et puis au retour, en profiter pour repasser par Pékin pour aller récupérer toutes mes affaires puisque quand j'ai quitté la Chine au mois de février 2020, j'étais à l'époque donc sur le dortoir, dans le dortoir de l'Académie du cinéma de Pékin, et j'ai tout laissé en plan. J'avais toute ma vie, en presque 5 ans de vie en Chine qui était dans cette chambre avec des affaires, des habits, des livres, des carnets, toutes sortes de projets. Et je suis rentré en France avec une petite valise. Donc l'essentiel de ma vie est resté dans ce dortoir pendant 6 ans. Donc c'était aussi ça, l'objectif de ce retour, c'était aller récupérer tout ça. Et forcément, c'est une replongée dans le passé qui va remuer beaucoup de souvenirs et d'émotions. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Mais d'abord, parlons du voyage, puisque on se retrouvait à Pékin, un peu à mi-distance, hein, puisque ma mère partait de Paris dans un sens, et moi je partais dans l'autre sens depuis Vancouver, donc je traversais côté Pacifique, et on s'est retrouvé un samedi dans un hôtel que j'avais trouvé, que j'avais pu faire toutes les réservations depuis l'étranger grâce à WeChat. Et j'avais trouvé un hôtel très sympathique juste à côté des quartiers qu'on connaissait déjà un petit peu, à côté de Hohhot et Shichahai, pour ceux qui connaissent un peu Pékin. Et donc nous avons pu, dès la première soirée, nous promener dans les routons et vraiment être transposés dans un univers complètement différent de ce qui est notre quotidien, puisque là, on est au milieu des vieux routons pékinois avec les familles qui dînent dehors, les brochettes, les barbecues, les senteurs, les saveurs, les sons aussi, enfin tout un univers musical qui est très très exotique. Et c'était une joie de redécouvrir Pékin sous un beau ciel d'été assez chaud. Et donc première soirée où on s'est fait ces brochettes en extérieur sur des petits tabourets à côté d'une famille qui était regroupée autour d'une table absolument couverte de bouffe avec je sais pas combien de brochettes dans tous les sens. C'était une espèce de partie de Mikado géante et avec tous les enfants assez féminins, plutôt des jeunes femmes qui étaient là regroupées autour de cette table. Et puis vraiment l'ambiance familiale pékinoise qu'on aime et qui a survécu au Covid puisqu'il y avait eu zéro masque, zéro distanciation. C'était vraiment un retour à un Pékin que j'avais connu avant le Covid. Donc c'était déjà une très très belle soirée. Et le lendemain, on avait rendez-vous pour un canard laqué, évidemment, à Rome, fait comme les Romains. Bah là, évidemment, le canard laqué pékinois, ce n'est pas une option. Et en plus, pas n'importe quel canard laqué, puisque nous avions rendez-vous dans un restaurant qui a vue sur la cité interdite. Donc, sur les conseils d'un ami, Bobby, que je remercie au passage, qui nous a recommandé ce très beau restaurant.
avec des grandes fenêtres qui surplombaient comme ça un des murs extérieurs de la cité interdite. Donc on était extrêmement bien placés. Encore une fois, très très belle journée avec des grosses chaleurs et on a pu se régaler avec un canard laqué d'exception en y allant assez tôt. On est allé dès 11 heures et je pense que c'était une très bonne idée parce que quand on a quitté le restaurant, il était absolument bondé, noir de monde et nous on a pu s'y installer sans attendre du tout. Donc ça encore, c'était un grand moment de plaisir. Et puis une fois on s'était bien régalé, on a pu se mettre en chemin vers la cité interdite qui était donc juste à 2 pas pour aller se promener dans l'après-midi. Et la première grande surprise et premier contraste avec le Pékin que je connaissais, c'est toutes ces jeunes filles qui sont déguisées en princesses et en plus en princesses de la dynastie Qing, donc la dernière dynastie chinoise, qui est la dynastie Mandchoue et donc qui portent des vêtements assez chauds, donc pas du tout adaptés à la température, puisque c'est que des couches molletonnées, en plus sans parler des couches de maquillage qui viennent par-dessus ça. Donc vraiment, on imagine qu'il faut une certaine motivation pour avoir le cliché parfait à partager sur les réseaux sociaux parce qu'elles doivent endurer de longues heures sous le cagnard. Et nous, on était bien contents de pouvoir profiter du paysage, mais avec des tenues beaucoup plus adaptées. Donc c'était assez étonnant de voir tous ces jeunes gens. Souvent les garçons sont là pour soit pour trimballer les affaires, soit pour aider à prendre les photos. Mais on sent que c'est quand même plutôt un sport féminin que de se faire prendre le portrait en princesse devant dans des beaux décors. Et c'est quelque chose en plus qui a vraiment rythmé notre voyage. On les a retrouvés dans différentes villes avec différentes tenues. Ça, c'est aussi marrant de voir que pour l'œil européen, qui on est un petit peu déconnecté des subtilités des différentes tenues, des différentes dynasties. Mais en Chine, on plaisante pas avec ça. Donc il faut avoir la bonne tenue dans le bon décor. Même si dans l'ensemble, les tenues font quand même assez cheap et en plus sont souvent portées avec soit une paire de tongs, soit des claquettes, soit des baskets, soit encore pire, des chaussures Crocs. Voilà, on a vu un petit peu toute un défilé avec des magnifiques robes. Disons de loin, l'effet fonctionne. Mais dès qu'on se rapproche un peu, ça peut vite s'effondrer. Mais en tout cas, très amusant. Et puis, donc ce dimanche était en fait notre journée à Pékin avant de prendre la route, puisque assez rapidement, on devait se mettre en route pour notre itinéraire qui nous emmenait à Xi'an. Donc, on prenait l'avion, vol intérieur depuis Pékin pour aller à Xi'an, qui est quand même une grosse distance, hein. Moi, la dernière fois, je l'avais fait en train, en hard seat, toute une nuit. Ça m'avait pris au moins 14 heures ou quelque chose comme ça. Donc, mon dos s'en souvenait encore. C'était une expérience que je pouvais me permettre quand j'étais encore frais et jeune. Mais là, évidemment, on s'est dit qu'un petit vol serait beaucoup plus pratique. Et donc, en 2 heures, on est arrivé à Xi'an. Et une très bonne expérience dans ce vol interne, avec des petits plateaux repas qui avaient été très, très habilement concoctés. On nous sert tout ça, non pas sur des plateaux, mais dans des petits sacs. Et on a été assez stupéfait de la qualité du service. Et donc, on est arrivé à Xi'an ensuite dans la journée. Et puis, on a pu s'installer pour 4 nuits dans notre hôtel. Et un hôtel qui était un petit peu en périphérie de la vieille ville, puisque donc Xi'an est aussi une ancienne capitale dynastique. Où vous avez un grand mur fortifié qui fait le tour de la vieille ville, qui est relativement petite. Mais en fait, dans les alentours de Xi'an, autour de cette ville, vous avez la nouvelle ville de Xi'an qui s'étend à des kilomètres. Et ça a été aussi un énorme choc de traverser ça en taxi. C'est de se rendre compte de la taille de cette ville et la dimension. C'est absolument foudroyant de voir le nombre de gens qui habitent là-bas. Et visiblement, ça attire beaucoup de gens parce que c'est en fait une des grosses villes avec pas mal de dynamisme économique et puis aussi des prix relativement attractifs à la fois pour les loyers et pour la vie de tous les jours. Donc beaucoup de gens, notamment des gens un peu plus âgés, décident de déménager à Xi'an pour aller vivre des jours paisibles de retraite.
La ville de Xi'an, c'est évidemment une ville qui fait rêver, hein, ancienne capitale dynastique, à l'époque qui s'appelait Chang'an. Et la raison du voyage, c'est évidemment pour aller voir l'armée ensevelie du premier empereur chinois. Donc ça que j'avais vu moi en solo en 2017, et là que je retournais voir ça avec ma mère pour la première fois. Et donc, c'était la raison principale de ce voyage. Et on n'a pas été déçus par ce moment parce que le lieu en lui-même est absolument hallucinant. Par contre, pour la ville elle-même de Xi'an, j'ai été un petit peu déçu après 10 ans, puisque à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé cette ville. J'avais même considéré m'y installer, parce que je me souviens à l'époque, j'avais fait le trajet à Pékin en train, en hard seat depuis Pékin, donc c'était au moins 14 ou 16 heures dans ces fameux Lü-Peachus, c'est donc les trains avec les couchettes vertes et les vieux trains chinois. Et en arrivant à Sienne, je m'étais dit ah mais c'est génial cette ville, c'est pas cher, c'est bon, il y a une gastronomie extrême et très très diversifiée qui plaît beaucoup aux Européens parce qu'il y a beaucoup de choses à base de pain, de pâtes, euh, avec des influences musulmanes aussi très importantes. Donc il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ce qu'on peut connaître plutôt en Europe ou au Moyen-Orient. Et en plus, avec une dimension beaucoup plus petite, puisque tout est organisé autour de ces grandes murailles intérieures de la vieille ville. Donc un côté avec vraiment un cachet historique et puis une vraie sérénité, un art de vivre où les gens sont beaucoup plus relax, beaucoup plus détendus. Enfin, j'avais vraiment été très séduit par cette ville en 2017. Et en fait, c'était parce que j'y étais allé en train et j'étais arrivé donc dans la vieille gare de Pékin, dans la vieille gare de Xi'an, pardon, et j'avais pu en fait me balader uniquement à l'intérieur de la vieille ville et je n'avais pas du tout réalisé la taille de la nouvelle ville. Donc Xi'an qui s'étend à perte de vue et qui s'est construit vraiment autour de cette vieille ville. Et là, on a vraiment pris ça en pleine face. La dimension de cette ville est absolument hallucinante et je crois que elle attire beaucoup. C'est vraiment un endroit de dynamisme économique de la région, dans une région absolument immense où il n'y a pas grand-chose autour et aussi pour ses prix assez attractifs, puisque beaucoup de jeunes retraités notamment viennent à Xi'an pour profiter notamment de la richesse culturelle, historique, et puis aussi de la richesse gastronomique. Mais donc là, cette fois-ci, ce qui m'a beaucoup choqué, c'était le côté extrêmement touristique et extrêmement uniforme de la ville. Qui m'avait pas du tout frappé à l'époque. Que là, en fait, à chaque coin de rue, on a l'impression d'être dans une espèce de Club Med à ciel ouvert où tout le monde va essayer de vous vendre soit un jus de pastèque, soit des chaussures qui font de la lumière, et tout ça pour en fait pour suivre un petit peu la tendance de ces jeunes femmes qui se déguisent à chaque coin de rue. Donc on a l'impression vraiment que la ville s'est transformée pour se mettre au service de cette jeune génération qui vient et qui prend ses photos et qui repart. Et il y a un côté un peu superficiel et un peu attrape-touriste qui était qui est vraiment dommage, je trouve. Ça a perdu le cachet et la diversité qui m'avait vraiment séduit à l'époque. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui râle comme tout bon Français. Mais voilà, on avait la chance d'être un peu à l'écart de ça, puisque un ami chinois qui vient de Xi'an m'avait conseillé d'être à proximité d'un très joli parc. Donc on était dans un endroit beaucoup plus calme et en même temps entouré de lieux extrêmement dynamiques. Donc on a pu vraiment en profiter et se régaler. Et donc ça a été 4 jours vraiment très très sympa, très très chouette à Xi'an. Et je pense que c'était le bon, la bonne durée, ni trop court ni trop long. Et on a été très séduit aussi par la restauration. Alors, les restaurants en Chine, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, il faut absolument qu'on parle des cafés. Ça, c'est quand même été un grand changement puisque moi, j'avais été habitué au café bobo, notamment du centre de Pékin et puis même à Xi'an, avec des petits cafés un peu partout où on allait, on se posait, on discutait. C'était aussi l'occasion de pratiquer son chinois. Alors là, plus du tout. Là, plus du tout, puisque si vous voulez un café, ne comptez pas avoir une interaction humaine. Vous êtes obligé de passer par une application et de commander en ligne. Donc même si vous arrivez devant un café, donc en général ce sont des chaînes, notamment le King Coffee ou Starbucks ou Lavazza ou tous ces grands noms-là. Donc en fait vous avez des employés dedans qui travaillent comme des brutes
presque comme des robots, mais qui ne vont pas vous répondre puisque tout doit se faire par commande numérique via le téléphone. Donc ça, c'était assez surprenant de voir qu'en fait, on ne peut pas avoir d'interaction avec les gens. Et on a l'impression que la Chine est actuellement entre deux mondes. Donc un monde qui est encore l'ancien monde des cafés et le nouveau monde de la robotisation. Et on sent que les jeunes gens qui travaillent là-dedans doivent être dans des états de nerfs absolument terribles, puisqu'ils enchaînent les commandes à partir du moment, à la minute où le café ouvre jusqu'à la dernière seconde. Ils n'ont pas un seul temps mort, pas un temps de répit. Et c'est assez effroyable de voir à quel point la nouvelle société robotique n'est pas encore tout à fait en place et qu'on est un peu dans cette espèce d'entre-deux assez bâtard pour tous ces jeunes gens qui font sûrement leur premier boulot. Donc voilà, donc nous on a eu beaucoup de mal le premier matin parce on s'est réveillé dans notre hôtel, on s'est dit bah, on a juste envie d'avoir un bon café et potentiellement une petite tartine à se mettre sous la dent. Et bah c'est juste impossible. On est absolument obligé de se faire livrer. On ne peut pas se rendre dans un lieu pour se poser et aller boire un café. Non, ça n'existe pas. C'est le café qui doit venir à nous. Donc c'est devenu une routine. Donc chaque matin on devait passer la commande en ligne sur le téléphone et un scooter venait nous apporter notre petit café jusqu'à notre chambre d'hôtel pour un prix assez dérisoire, hein, puisque je pense que ça nous coûtait environ 6-7 euros à deux à chaque fois pour se faire livrer tout ça. Mais en fait, ça représente une somme relativement importante quand on compare ça au prix, entre guillemets, des locaux. Le café reste un prix beaucoup, disons, un peu plus cher. Mais voilà, c'était quand même un peu une déception aussi dans le sens où bah, on se retrouve en fait dans l'incapacité totale d'avoir des interactions avec des commerçants dans la vie quotidienne. Alors après, dans les restos, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que même s'il y a des serveurs dans le restaurant, ils vont tous vous inviter à vous sortir votre téléphone pour scanner un QR code et tout se fait sur le téléphone, donc la commande, le paiement, etc. Et donc ça, c'est pareil, on ne peut pas vraiment avoir une discussion, on peut pas discuter, on peut pas demander quelle est la recommandation ou est-ce qu'on peut avoir ce plat un peu moins épicé. Non, tout est fait pour bah, le fait que la population chinoise est absolument énorme, donc tout doit être optimisé pour être pratique. Et donc rien n'est individualisé. Donc ça, pareil, c'était aussi un peu une déception et on se retrouve tous à devoir être sur les mêmes applications et notamment une application qui s'appelle Dajong Dianping, qui est un peu un TripAdvisor pour la bouffe. Et en fait, chacun passe par cette application-là parce que quand vous scannez avec cette application, vous avez souvent une petite entrée gratuite. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à vous choper. Et puis donc tout le monde se retrouve un peu dans les mêmes restaurants. Et voilà, on a un peu perdu la spontanéité que j'avais connue à l'époque et qui entraînait aussi beaucoup de rencontres et de surprises et des choses comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu une expérience un petit peu plus digitalisée et c'était un peu dommage pour ça. Mais bon, Xi'an offre quand même de très bonnes choses assez différentes, notamment les burgers chinois qui sont très connus, hein, les rodiamo que l'on mange normalement avec sans rien, genre juste deux tranches de pain avec la viande de porc assez juteuse. Et c'est vrai que c'est assez délicieux. Les pâtes à l'huile aussi, les yopomiennes, ça qui sont délicieuses aussi. On s'est fait des grosses plâtrées de pâtes dans des gros saladiers en inox avec des sauces absolument délicieuses. Donc ça a été un plaisir de pouvoir à la fois profiter de la richesse culturelle et historique, mais aussi de tous les bons petits plats et de toutes les saveurs qu'on trouve uniquement à Xi'an. Et ensuite, on enchaînait avec la ville suivante qui était donc Luoyang. Donc là, on s'est pris un TGV entre Xi'an et Luoyang. Tout est extrêmement bien desservi et les trains sont absolument impeccables. C'est très pratique, hein. Tout peut être acheté en ligne aussi, tout se fait sur WeChat. Donc on a eu quelques frayeurs parce qu'en fait, sans la carte d'identité chinoise, vous avez souvent vos billets de train qui se font annuler de façon automatique. Donc, il vaut mieux être un peu sur ses gardes. Mais en fait, il y a tellement de trains qu'on n'attend jamais très longtemps et tout est extrêmement bien organisé. Donc, on peut se déplacer de ville en ville de façon très rapide. Mais il faut quand même bien prévoir les distances
notamment pour aller dans ces grandes gares TGV qui sont souvent assez excentrées et qui sont bien plus éloignées que les gares anciennes qui sont souvent à proximité des centres-villes. Voilà. Après, Luoyang, qu'on m'avait vraiment recommandé aussi comme une ville très riche du point de vue culturel et historique, on a vu notamment les Longmen-shekou, donc ces espèces de bouddhas géants qui sont taillés dans la montagne. Ça, c'était vraiment à notre arrivée le premier jour. Donc ça nous a quand même aussi beaucoup marqué. Très impressionnant le long de la rivière. En plus, une rivière qui est assez calme, où il n'y a pas grand-chose. C'est une espèce de forêt comme ça, assez dense, avec juste un temple et on peut se balader des deux côtés de la rive. Donc vous avez d'un côté ces grandes montagnes et ces Bouddhas géants, et ensuite vous traversez, vous pouvez les voir d'un peu plus loin avec toute l'ampleur de cet édifice absolument colossal. Et ouais, ça a été aussi un grand choc visuel. Et puis ensuite, on a pu passer plusieurs nuits dans une petite ville en fait qui a été reconstituée dans le centre de Luoyang et qui s'appelle Loyiguchang. Et ça a un petit peu nous a donné un petit peu le même sentiment que Xi'an, c'est que tout a été extrêmement commercialisé pour répondre aux besoins touristiques. Et donc, c'était quand même chouette parce qu'on avait la chance de pouvoir rester dans un hôtel qui était en fait dans un espèce de vieille bâtisse chinoise, donc sous ces toits en tuiles, donc très typique, avec vraiment une décoration chinoise. Mais on sent que dans les alentours, bah, tout est très touristique. Donc, bon, il faut savoir un petit peu naviguer pour ne pas se faire avoir et puis essayer de trouver des choses un peu plus authentiques. Et c'est pas toujours facile. Et puis Loyang, on perd beaucoup en qualité gastronomique. On a réussi à se faire quelques bons petits plats, mais on a aussi été assez déçus à plusieurs reprises. On a eu notamment une espèce de... alors j'ai retenu le nom parce que c'est vraiment quelque chose à éviter. Si jamais vous croisez le... Ça c'est juste à Loyang, hein. Visiblement ça ne s'exporte pas. Ça s'appelle le Lao Juan Sanzi. Alors le concept c'est qu'on vous apporte des espèces de galettes qu'il faut remplir avec une espèce de pâte croustillante qu'on vient tartiner ensuite de sauce et de petits condiments. Et en fait, vous mangez une galette remplie d'un truc sec. C'est vraiment pas terrible du tout. Il y a une espèce de sauce aux œufs aussi qui vient avec, mais vraiment, on s'en passerait. Donc, si jamais on vous vend cette spécialité de Loyang, vraiment courez dans l'autre sens. Retournez à Xi'an, en fait. À Xi'an, on trouve vraiment des choses sympathiques. À Loyang, c'est un peu la déperdition. Et c'est un peu pareil avec Kaifang, parce qu'on a enchaîné avec Kaifang et ça a été un petit peu le même constat. C'est que dès qu'on quitte le Shanxi, donc on rentre dans la province du Henan, et là, dans le Henan, alors sans offense pour les gens qui viennent du Henan, mais vraiment, c'est une grosse chute. C'est pas du tout le même niveau. Et puis, c'est aussi beaucoup plus pauvre, hein. Vraiment, la province du Henan, on a été choqués de constater, là, ouais, j'ose le mot, hein, vraiment la misère. On a beaucoup de fois vu des gens qui sont juste, en fait, assis dans la rue, à essayer de vendre des petites choses, à faire des petits boulots un peu à droite à gauche, et des gens assez jeunes, hein. Il y a à la fois des personnes âgées qu'on voit sur des espèces de charrettes à essayer euh, de, de, de survivre du mieux qu'ils peuvent, et puis des jeunes gens aussi qu'on voit qui ont absolument aucune autre option que de faire des petits boulots, et aussi en constatant les prix en fait absolument dérisoires, notamment les prix des taxis. Qui vont nous coûter à peine 1 euro pour faire 10 minutes de taxi, ou alors 1 euro pour un grand bol de nouilles. Enfin, vraiment, tout coûte 3 fois moins cher qu'à Pékin, ou encore moins cher qu'à Shanghai. Et donc, on sent que, alors, c'est plus l'extrême pauvreté. Le Parti communiste chinois s'est targué très souvent d'avoir éradiqué l'extrême pauvreté. On n'est pas en extrême pauvreté, mais on est vraiment pas loin d'une pauvreté assez euh, immobilisante, puisque les gens, quand ils grandissent dans ce genre d'environnement, bah, se retrouvent bloqués et ont aucune chance de pouvoir s'échapper de ce genre de lieu, puisqu'en fait, à part une très très belle gare TGV et une infrastructure globale qui est impeccable, bah, il n'y a aucun tissu économique et aucune opportunité en fait de trouver un boulot bien payé et un boulot qui permet d'avoir une vie décente. Vraiment, le Henan, si vous voulez avoir une image contrastée de la Chine qu'on vous vend tous les jours dans les médias, faites-vous un week-end ou une semaine dans le Henan et vous allez très vite déchanter sur sur la modernité et la vie paisible chinoise, parce qu'il y a des disparités qui sont vraiment absolument frappantes.
quand même une chose qu'on va sauver de Kaifeng, hein, c'est le Xingren-cha. Ça s'appelle donc le thé aux amandes. Alors ça n'a rien d'un thé, en fait ça ressemblerait plus à un dessert. Et le concept, c'est qu'on commence par vous mélanger de l'eau chaude avec de la poudre d'amande pour en faire une espèce de yaourt. Donc on bat ça de façon extrêmement rapide avec plusieurs fois de l'eau chaude. Et une fois que la consistance un petit peu du yaourt arrive, on va y ajouter une vingtaine d'ingrédients différents. C'est absolument délirant. On peut choisir parmi oui, plus de 20 graines. Alors, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer, des choses qu'on n'a pas réussi à identifier, mais vous avez des amandes, des noisettes, des graines de tournesol, des noix, et ensuite des choses un peu plus fruitées avec des fruits confits, des dattes. Enfin, vraiment, ça, c'est absolument hallucinant le nombre de choses qu'ils mettent là-dedans. Mais on a goûté ça le dernier soir et vraiment, on vous recommande. C'est peut-être la seule chose gastronomique que j'ai envie de vous partager si jamais vous êtes à Kaifeng. C'est le Xingren-cha, le thé aux amandes. Voilà un petit peu pour ce premier chapitre dans le nord de la Chine. Et ensuite, on est retourné à Pékin. J'ai pu raccompagner ma mère à l'aéroport de Pékin. J'ai dormi juste à côté de l'aéroport parce que je repartais le lendemain matin à Shanghai. Donc je n'étais qu'à la moitié de mon périple puisque j'enchaînais ensuite avec le sud-est. Donc là, c'était vraiment une autre Chine. Le sud-est avec trois villes, Shanghai, Hangzhou et Suzhou. Donc trois énormes villes extrêmement riches et extrêmement développées. Et donc là, vraiment, c'est toute autre ambiance. Les prix sont beaucoup plus chers, le rythme est beaucoup plus effréné aussi. Et je me suis retrouvé donc un peu plus seul, même si en fait je retrouvais un ami chinois, Libin, qui habite à Shanghai et que j'avais rencontré à Montréal. Donc c'était assez chouette de pouvoir le voir dans son appartement de Shanghai. Et puis j'ai pu aussi retrouver des amis avec qui on a partagé une fondue donc terre et mer. Alors ça aussi, c'était un repas absolument extraordinaire où on vous apporte des espèces de sculptures faites avec des poissons et des crevettes et vous devez tremper tout ça dans différents pots avec des sauces, etc. Enfin, c'est une expérience assez unique. Et ensuite, à Suzhou, donc Suzhou, c'est une ville que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une ville où la spécificité, c'est que c'est aussi une ville très riche, mais où vous avez en fait une limite de construction en hauteur. Donc, vous n'avez pas du tout le même sentiment qu'à Hangzhou ou Shanghai, où vous avez des bâtiments, beaucoup de bâtiments très élevés. À Suzhou, tout est beaucoup plus bas et vous pouvez vous balader dans cette espèce de Venise. En fait, on l'appelle la Venise de l'Est. Et c'est vrai qu'avec les petits canaux, les petites ruelles et tout, tout est beaucoup plus joli, ça a beaucoup plus de charme, c'est beaucoup plus propre. Les jeunes femmes sont beaucoup plus élégamment habillées aussi. Vous avez des tsipas un peu partout. Tout est extrêmement joli. La nature aussi est magnifique et tout est beaucoup moins commercial et touristique. Donc Suzhou, une ville aussi étudiante. Il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs études à Suzhou. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie de revenir dans le temps pour faire un échange ou faire quelques années d'études là-bas. C'est vraiment une ville très très sympa et où on y mange très bien. Alors il y a quelque chose d'un peu particulier que j'ai goûté qui s'appelle le Ludotrang. Alors c'est une soupe de petits pois. Alors comme ça donne pas très envie, surtout l'été. Mais en fait c'est une boisson sucrée qui est principalement de l'eau fraîche avec des feuilles de menthe fraîches. Et on va rajouter des petits pois dans le fond et on rajoute pas que des petits pois, on rajoute plein d'autres trucs sucrés. Et c'est assez rafraîchissant. Quand on arrive à avoir une option pas trop sucrée, c'est plutôt pas mal. Mais Suzhou, c'est surtout la cuisine du Jiangsu. Donc, vous avez beaucoup de choses à base de petits dumplings. Vous avez les shangjian qui sont absolument délicieux avec des crevettes géantes. Vous avez aussi les xie avec un mélange de crabe et de jaune d'œuf. Vous avez beaucoup d'options pour vous régaler. Donc, dès que vous êtes dans cette région-là, de toute façon, vous êtes quasiment garanti de très bien manger. Donc, ça, vous n'avez pas forcément besoin de mes conseils. Tout est délicieux. Vous avez notamment un petit dessert aussi qui est fait à base de fleurs de lotus, une espèce de petite crème rafraîchissante avec de la fleur qui est rose comme ça à base de lotus qui est très très bonne. Vous pouvez aussi manger des lotus crus qui sont un peu relevés, frais comme ça, croquants, qui sont délicieux. Donc vraiment très très belle expérience. Et puis j'y suis resté en fait chaque fois 2 nuits dans chaque ville, donc c'est passé assez vite. Mais j'ai quand même pu aussi profiter
de la richesse culturelle, puisque vous avez beaucoup de temples à visiter, beaucoup de choses à faire, et c'est vraiment idéal pour le mois de mai, parce qu'ensuite il fait très très vite assez chaud et assez lourd. Et mai, en fait, c'est parfait. Vous pouvez vous balader en vélo un peu partout. Il y a des vélos en libre service. Tout est très pratique et c'est vraiment très très chouette comme coin. Et si c'était à refaire, et notamment avec ma mère, je pense que la prochaine fois, on fera plutôt un voyage autour de ces régions-là, donc Nanjing, Suzhou, Hangzhou, peut-être pas forcément Shanghai, mais vraiment ces trois villes-là sont très agréables pour des vacances en été, notamment au mois de mai. Voilà un petit peu pour cette excursion dans le sud. Après, je rentrais à Pékin pour le dernier chapitre. Alors là, ça a été le chapitre le plus intense d'un point de vue émotionnel, puisque j'allais retrouver le campus que j'avais habité pendant 5 ans, presque 4 ans et demi. Et donc, euh, et donc, je retourne dans cette école le mardi pour un déjeuner avec mon professeur, le professeur qui m'avait accompagné dans ma thèse notamment. Et donc, je le retrouve et je retrouve une école sous une espèce de voile un petit peu de brume pékinoise, brume d'été, où tout est un petit peu tapissé comme ça, un peu sous la poussière. Et j'ai l'impression que rien n'a vraiment changé et le campus est absolument désert. Alors la seule chose qui change, c'est que maintenant on ne peut plus entrer aussi facilement. C'est un peu cadenassé. On sent quand même les effets du Covid qui sont passés par là parce que avant, c'était une vraie passoire, on pouvait rentrer un petit peu n'importe où, on pouvait même faire le mur, enfin, c'était vraiment un peu chouette d'un point de vue de la liberté qu'on y avait. Mais là, c'est la porte de derrière qui a été cadenassée, vous avez juste un accès principal où il faut montrer patte blanche, vous avez même un détecteur où il faut avoir la carte et il faut scanner son visage, on a l'impression d'être dans une gare. Donc c'est beaucoup moins libre qu'avant. Et une fois qu'on est à l'intérieur, par contre, tout est un peu au point mort puisque la plupart des étudiants n'y sont plus. Le campus a été relocalisé bien plus loin, à 2 heures de route de cet ancien campus qui va bientôt fermer ses portes. Donc c'était vraiment la dernière ligne droite pour moi pour y retourner. Et donc, je retourne dans ce campus-là et j'avais la chance de pouvoir retomber sur un ami qui finissait ses études cette année, donc Ludo qui a pu garder un œil sur mes affaires pendant toutes ces années-là et qui je remercie vraiment chaleureusement. Et donc, j'ai le plaisir de le retrouver sur le campus alors que lui, il est vraiment en dernier, dans les dernières semaines de sa graduation. Et donc, je peux retourner là où j'avais planqué mes affaires. C'était une espèce de placard comme ça, un peu caché, qui était juste à côté de ma chambre. Et je soupçonnais qu'en fait, ce placard était tellement caché que personne n'irait mettre son nez dedans. Et ben, ça a fonctionné. Toutes mes affaires sont restées en place pendant 6 ans. Donc, j'avais deux gros cartons, j'avais des montagnes de fringues, j'avais des montagnes de carnets, d'apprentissage du chinois, des choses comme ça, des cartes postales un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai pu retrouver toutes ces affaires-là et retrouver un peu ce qui faisait mon quotidien à l'époque. Et ça m'a transporté, ça m'a transporté 6 ans en arrière. Et puis, j'ai réalisé à quel point j'ai passé du temps à apprendre le chinois. Ça a été vraiment un choc parce que quand j'ai été confronté à toutes ces prises de notes, tous ces carnets, les choses que j'ai écrites, je me suis rendu compte à quel point j'ai été absorbé dans cet apprentissage pendant toutes ces années-là. Il y avait vraiment des montagnes de choses et j'ai pu acheter une grosse valise sur place pour rapatrier quelques éléments au Canada, mais j'ai dû aussi me défaire de pas mal de choses. Mais voilà, ce qui a été génial, c'était en fait le lendemain. Donc j'avais mon avion à 18 heures, mais le lendemain, je devais quand même donc retourner sur le campus. J'étais dans un petit hôtel qui était juste à côté de l'école. Et là, quand je retourne à l'école pour mon dernier jour en Chine, le soleil est bleu, le ciel brille. Oula, le soleil brille, le ciel est bleu. Donc c'était la journée magnifique. Et j'arrive sur le campus pour retrouver des amis et un petit peu faire mes au revoir. Et là, si je tombe par pur hasard sur la cérémonie de diplôme de toute l'école, donc tout le monde avait rendez-vous ce jour-là pour prendre des photos avec la tenue complète, le chapeau carré et la tenue obligatoire. Et donc j'arrive sur le campus à ce moment-là, donc tout est en effervescence totale, c'est vraiment un contraste total par rapport à la veille. Cette fois-ci,
tout le monde s'active un peu dans tous les sens, tout le monde prend des photos, tout le monde fait la fête, et je tombe sur des anciens amis que je pensais pas revoir, et notamment sur mon coloc polonais, Tomek. Oh, incroyable. Je retombe sur Tomek qui est toujours là parce que il a mis en pause ses études pendant 3 ans, il est revenu, donc il est enfin diplômé cette année. Et donc je tombe sur Tomek ce matin-là et je suis ravi de le revoir, son visage qui transpire la bonhomie. Et donc on rigole bien ensemble et puis on retrouve d'autres amis communs. Et ensuite je tombe sur Stéphane, pareil, un très très bon ami qui a aussi mis en pause ses études pour faire du kung-fu et qui est revenu et qui bien maintenant s'apprête à commencer un doctorat à Tsinghua en philosophie. Et donc je tombe sur Stéphane et je suis aussi ravi de le revoir après toutes ces années. Et il était vêtu de cette tunique et de son chapeau. Et là, il enlève tout ça. Il me dit, ah, c'est ton tour. C'est à toi de mettre ça. T'as pas eu l'occasion de le faire quand t'as eu ton diplôme en ligne à distance depuis Paris. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Et alors, je revais cette tenue. Et puis là, je fais des photos dans tous les sens. Les professeurs viennent me voir. Les gens me demandent depuis quand, si j'étais vraiment diplômé. Enfin, c'était vraiment incroyable. On escalade la pyramide puisque au cœur de cette école de cinéma, vous avez une petite pyramide et on raconte, il y a une espèce de légende qui raconte que si vous escaladez cette petite pyramide avant d'être diplômé, eh bien vous vous condamnez au chômage. Et dans l'industrie du cinéma, c'est une menace qui fait peur. Et donc, personne ne s'y risque. On attend d'avoir la tenue. Et donc là, enfin, j'avais cette tenue et j'ai pu escalader cette pyramide avec Stéphane et on a pu prendre des photos au sommet. Donc, c'était une espèce d'accomplissement génial de pouvoir vivre ce moment qui m'avait un petit peu été volé par le Covid 4 ans auparavant. Et donc là, je peux prendre enfin ces photos et puis un peu fermer ce chapitre d'apprentissage de master chinois pour ensuite continuer avec ma vie canadienne. Donc tout ça se fait dans une après-midi avec beaucoup de joie, beaucoup de discussions, beaucoup de rires. Et ensuite, à 16 heures, je dois partir pour prendre le train vers l'aéroport avec mon énorme valise. Donc là, je trimballais un nombre de sacs hallucinants. J'avais sur le dos un énorme sac backpack que j'avais récupéré aussi, qui m'avait attendu pendant 6 ans, que j'avais rempli de livres. Et donc je repars, je prends le métro avec une valise qui fait 1,50 m de haut et 2 mètres de large. Et je repars vers l'aéroport. Et j'arrive un peu en retard pour mon avion. Heureusement, je tombe sur quelqu'un. Heureusement, il y avait personne dans l'aéroport, donc j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'au moment de peser mes valises, c'est le drame. J'avais une valise qui avait un excédent de 40 kilos avec tous les livres qui étaient dedans. Donc j'ai réussi à tout réaménager au dernier moment avant de passer la sécurité pour éviter de payer une lourde amende. Et donc j'ai pu tout mettre dans l'avion et ensuite arriver à Séoul d'abord et puis ensuite à Vancouver. Et là, le comble du comble, c'est que j'arrive sous un magnifique soleil à Vancouver et qui vient me chercher dans une Jeep flambant neuve, pardon, pas du tout flambant neuve, hein, parce qu'il l'a acheté d'occasion au Texas, mais c'est mon ami chinois qui vient de Xi'an. Donc voilà, la boucle était bouclée puisque Yenge, que j'ai rencontré à Vancouver et qui vient de Xi'an, vient me chercher à l'aéroport en Jeep. Donc pareil, aussi absolument un hasard charmant. Du destin puisque il m'a envoyé un message en me disant quand est-ce que tu arrives. Lui il a cette voiture qu'il a achetée aux États-Unis, donc il est venu, venu très gentiment me chercher pour m'éviter de galérer avec toutes ces valises. Et puis il m'a déposé à la maison. Donc ça a été aussi une arrivée magistrale. Et tout ce voyage s'est très très bien conclu et j'étais absolument ravi de faire ce voyage, notamment la première partie avec ma mère, puisque ça s'est extrêmement bien passé. On a pu vraiment beaucoup rigoler dans les 24 heures sur 24 où on était ensemble, souvent bah oui, à dormir dans la même chambre d'hôtel et à passer les mêmes journées ensemble. Donc c'était très très drôle de se confronter à la nouvelle Chine tous les deux. Et puis ensuite, en solo, bah, ça m'a permis aussi de vadrouiller un peu plus librement et de revoir des amis un peu à droite à gauche. Donc ça a été aussi de très très beaux moments. Donc j'ai qu'une envie, c'est de retourner en Chine. C'est un pays tellement grand où en fait on aurait besoin de très très longues semaines pour vraiment pour visiter les choses complètement. Mais bon, je trouve ça aussi chouette de faire 2, 3 nuits dans chaque ville, même si on peut pas faire le tour. Ça permet quand même d'aller d'aller prendre un peu la température d'une ville et d'avoir des souvenirs en fait très précis
de découvrir vraiment les spécificités. Donc ça, c'était génial. Et là, très, très grosse envie de pouvoir retourner en Chine l'année prochaine, probablement en même période, avril ou mai, et pour aller probablement un peu plus dans le sud-ouest, que je connais pas très bien, que je connais pas du tout, même du côté du Yunnan, peut-être Chongqing, Chengdu, Sichuan, ces régions-là que j'ai vraiment très, très envie d'explorer et qui ont l'air d'être plus épargnées par les grosses vagues de tourisme et de commercialisation. Donc voilà un petit peu, pour rappel, vous avez encore le visa de moins de 30 jours qui n'est pas nécessaire si vous allez en Chine, donc il faut en profiter. Et puis la vie là-bas ne coûte vraiment pas cher, ça c'est vraiment aussi une réalisation, c'est que quand vous comparez ça aux prix européens, canadiens ou américains, c'est vraiment dérisoire. Les prix des nuits d'hôtel, les prix des restaurants, les prix des transports, des trains, même des avions et des taxis, tout est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, même avec un petit budget, vous pouvez vraiment vous éclater et bien profiter. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, donc j'espère que l'année prochaine, 2027, j'aurai l'occasion de retourner en Chine. Voilà un peu pour les aventures. J'ai dû oublier beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, c'est ce que je voulais partager avec vous pour m'assurer que je peux vous raconter ça un petit peu à chaud. J'espère que ça vous inspirera et vous donnera aussi à réfléchir sur la Chine contemporaine. Et n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode avec un invité cette fois. Au plaisir et à la prochaine. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.